Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors dans un QG exceptionnel aujourd'hui, on n'est pas dans le même studio que d'habitude, on fait une spéciale coronavirus avec le nombre de cas qui a explosé, la fermeture des frontières de plein de pays. On a décalé les prochaines émissions à dans quelques semaines, mais on a décidé d'inviter quelqu'un en qui vous avez confiance, une des personnalités préférées des Français, qui est aussi médecin, Michel Simès. Check du coude. Allez, check du coude, du pied, l'autre pied, le fessier. Voilà, comme ça. Et on est installé. On risque rien. Salut Bon, Guillaume. merci de venir. Avec plaisir. En plus, t'as pas l'habitude d'en parler en ce moment du coronavirus. Non, ça me fait du bien de parler d'autre chose. Ouais. Le QG, mission qu'on parle vraiment comme dans la vie de tous les jours, comme en 2020. Et je sais que les gens ont confiance en toi. J'ai vu le pic d'audience que tu as fait sur Quotidien. Ouais, c'était dingue. Hein. Ils ont battu leur record. J'ai 2 900 000 au moment où on parle du coronavirus. Donc, ce qui prouve que les gens sont inquiets. Et puis, ce qui prouve, comme tu le dis, qu'ils me font confiance. Ça, c'est quand même très sympa. Et je pense que c'est intéressant même de continuer d'en parler. Parce que tout le monde a des infos très différentes sur Internet. J'ai essayé de noter vraiment les questions que vous posez en commentaire de vidéos, sur les médias, même comme Combini, Brut, même sur LCI, les chaînes d'infos. Il y a plein de questions en commentaire. J'ai essayé de te les noter. Ouais. Je vais te les poser. Je vais essayer d'y répondre surtout. Parce que répondre. Le problème aujourd'hui, c'est que, comme tu le dis, tout le monde en parle. On fait appel à... Alors, en général, c'est plutôt bien traité dans les chaînes infos ou dans les journaux, parce qu'ils font appel à des experts. Comme c'est très, très compliqué, la virologie, ils font appel à des experts. On voit un peu toujours les mêmes, mais des gens qui connaissent leur domaine et qui en parlent bien et sérieusement. Après, le problème des réseaux, c'est qu'effectivement, c'est la foire à n'importe quoi, aux fake news, aux rumeurs, etc. C'est le principe, malheureusement, de ces réseaux. Et là, il y a beaucoup de conneries qui circulent. Ouais. Alors, j'ai noté les questions complot. Peut-être que tu vas pouvoir nous dire aussi s'il y a des vrais, des fausses, etc. Mais si on peut retourner au début du virus pour vraiment comprendre, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que les médias exagèrent? Et c'est vrai que tu disais, il y a quelques jours dans Quotidien, tu disais, l'émission qu'on fait aujourd'hui, elle sera peut-être plus bonne demain. Parce qu'aujourd'hui, tu dis que c'est pas trop dangereux, mais peut-être que demain, ça va l'être. C'est toute la difficulté d'informer là-dessus, et je pense que ça participe beaucoup à l'angoisse du public. Je commence toujours par dire, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est en fonction des connaissances scientifiques du moment où je vous parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, à l'heure où on est tous les deux face à face, il y a un certain nombre de choses qu'on sait sur le virus, qu'on sait sur la maladie, qu'on sait sur l'épidémie, et d'autres qu'on ne sait pas. Non pas qu'on les cache, parce qu'il y a aussi cette suspicion d'omerta, de rumeurs selon laquelle on nous cacherait des choses. Le problème, moi je suis médecin, je ne sais pas ce qui se passe en politique. Je te dis qu'en tant que médecin et scientifique, et Dieu sait si j'ai des gens à qui je parle dans la journée, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et le grand public s'angoisse parce que même la médecine n'est pas capable de répondre à toutes ces questions. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur, bien évidemment. Alors par exemple, j'ai entendu... D'où vient le virus? J'ai entendu plusieurs choses. Ça venait d'un laboratoire secret français, que ça venait d'un marché avec les animaux qui auraient transmis le virus qui ressemble, je crois, à 90% au virus qu'on a aujourd'hui, sur des chauves-souris. Qu'est-ce que toi, tu as eu comme info en fait? Les infos qu'on a aujourd'hui, c'est que ce qu'on sait, c'est que c'est venu de Chine, ça c'est sûr. Oui. Là, on a parlé d'un animal qu'on mangerait là-bas. On a parlé des chauves-souris parce que, bien évidemment, en Chine, ils consomment des choses qu'on ne consomme pas chez nous. Et le problème, c'est que quand les Chinois achètent des animaux, ils les achètent vivants pour être sûr que ces animaux sont sains et n'ont pas traîné partout et ne sont pas pourris. Donc, ils les achètent vivants. Donc, si l'animal est porteur du virus, ils vont le ramener chez eux, ils vont le tuer chez eux. Et donc, entre-temps, ils ont eu le temps de respirer et le virus a pu muter. Donc, c'est probablement ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est chauve-souris ou l'autre animal, mais... le pangolin, je crois. Le pangolin, comme voilà. ça, c'est le truc le plus crédible. Oui, a priori, c'est ce qui s'est passé. Mais au jour où on tourne, c'est toujours pareil. Peut-être qu'il y aura une autre news dans 3 semaines. Oui, à la limite, j'ai envie de te dire que c'est pas si important que ça. C'est pas si important que ça, ouais. Le principal, c'est que ce virus est passé de l'animal à l'homme et qu'ensuite, il a muté pour être transmissible de l'homme à l'homme. C'est là où c'est important. On va essayer d'expliquer vraiment même la base. Un virus, on a une photo en régie, si vous voulez bien, les copains. En gros, pourquoi on appelle coronavirus? Parce qu'il a une couronne autour, comme on peut le voir, c'est-à-dire qu'il a une forme un peu particulière, mais la famille des coronavirus, il y en a 4 ou 6, je ne sais plus, types de coronavirus, souches. Il y en a qui circulent chez les animaux, et ça on le sait, les animaux sont malades du coronavirus, mais voilà, et ça ne s'est jamais transmis à l'homme. Et puis il y a 2 souches de coronavirus, en tout cas ce qu'on sait pour l'instant, qui donnent plutôt des rhumes et qui circulent aussi chez les êtres humains. Et puis il y a ce nouveau coronavirus qui, lui, a muté pour donner l'épidémie.
Alors, est-ce qu'on peut être porteur du virus vraiment sans avoir aucun symptôme? Oui, absolument. Parce qu'il y a des oui, il y a des non sur Oui. Internet, Non, mais c'est ça, important de ça, tout on le sait. reprendre. Ça, on le sait, ce sont ce qu'on appelle des porteurs sains. Mais c'est valable pour plein de maladies virales. Quand tu reçois un virus, soit ton organisme réagit de façon extraordinairement efficace et va finir par t'en débarrasser sans que tu ne présentes le moindre symptôme, mais ça n'empêche pas que le virus, à un moment, est rentré chez toi, qui s'est développé au milieu des cellules, qui s'est multiplié, parce que le principe du virus, c'est qu'il rentre, il se met dans ta muqueuse, dans le nez notamment, il va se mettre dans les cellules au peinard, il va se dupliquer, et quand il sera assez nombreux, il sortira d'un coup par millions d'exemplaires. Mais il y a des gens qui ont un système immunitaire qui fait qu'ils se débarrassent très très vite du virus et qui ne font pas de symptômes. Mais ça ne les empêche pas d'excréter le symptôme. C'est pour ça qu'on parle de porteurs sains qui sont contaminants. C'est ça le danger. Alors, j'ai lu sur Internet qu'il y avait des nouveaux symptômes qui étaient apparus, comme la diarrhée, alors qu'avant les premières souches, il n'y avait pas la diarrhée, etc. Qu'est-ce que tu as comme info? Alors, voilà, c'est ça, c'est exactement. Le symptôme du nouveau coronavirus, la fièvre, signe respiratoire, ça c'est depuis le début, la toux, sensation d'oppression, douleur thoracique, et donc dans certains cas, ça peut entraîner une diarrhée et des vomissements. Je ne sais pas si tu as déjà eu la grippe. Oui. Bon. La grippe, ça te au lit avec une fièvre très élevée, avec des courbatures, avec une toux souvent, parce que c'est un problème respiratoire également. Et puis, il arrive qu'on puisse avoir de la diarrhée, qu'on puisse avoir des vomissements, parce que l'organisme réagit à sa façon et chacun va réagir différemment. Mais il faut faire attention avec ça, parce que les principaux symptômes du coronavirus, enfin du Covid, la maladie liée au coronavirus, ce sont des symptômes respiratoires. Parce que si on commence à dire oui, ça peut entraîner de la diarrhée, bah, c'est possible, ça peut entraîner la diarrhée, mais ça veut dire que tous les gens qui ont la chiasse aujourd'hui, ils vont se dire, oulala, peut-être c'est le coronavirus. C'est un peu le problème de Doctissimo et des trucs en ligne où tu vas chercher et tu as l'impression d'avoir... Exactement. Même c'est très bien, hein, c'est pas une critique, mais c'est vrai que parfois tu as l'impression que tu as autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'il faut juste dire à ton public, c'est de dire, voilà, si vous commencez à tousser, vous commencez à avoir un peu de fièvre, vous avez ou pas des difficultés respiratoires, vous avez mal à la tête, ça peut être la grippe, ça peut être le coronavirus. Le principal, c'est de se protéger, de protéger les autres surtout. Et à ce moment-là, on doit porter un masque. Qu'il y ait des diarrhées, des vomissements, etc., ça n'a pas beaucoup d'importance. Le principal, c'est que si on a des vraies difficultés respiratoires, à ce moment-là, il faut appeler le 15. J'ai vu que c'était un des articles les plus cliqués sur je ne sais plus quelle chaîne d'infos. Est-ce qu'on peut avoir le coronavirus, les autres symptômes sans la fièvre? Alors... Et ça, ils n'étaient pas d'accord. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir, si on a vraiment des maux de tête, des courbatures, une toux, et qu'on a une véritable infection virale au coronavirus, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas de fièvre. En même temps, pardon, je reviens sur la grippe ou sur d'autres maladies virales, mais tu vas prendre le même virus, on va le mettre chez toi, de la grippe, on va le mettre chez toi, puis on va le mettre chez quelqu'un d'autre. Toi, tu vas peut-être faire 38,5, et l'autre personne fera 41. Chaque organisme réagit d'une façon différente en fonction de plein de critères, dont notamment ce qu'on appelle la charge virale. Et ça, on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, la charge virale, c'est le nombre de particules virales que tu as dans ton corps. Et aujourd'hui, on pense que les gens qui font des maladies graves à partir du coronavirus, de graves complications, sont peut-être, et c'est pour ça que ça peut toucher certains jeunes, sont peut-être des gens qui ont reçu un nombre de particules virales très important au moment de la contamination. Alors, ça se dit la contagiosité, j'ai vu sur des schémas, ça va de 2 à 50 sur plein de sites très différents. Qu'est-ce que toi tu as comme info? Après, comme tu dis, on n'a pas toujours toutes les réponses. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre en médecine. On a les statistiques, l'épidémiologie, où on sait que le coronavirus peut contaminer en moyenne 2,5 personnes. Alors bien évidemment, 0,5 personnes, ça ne veut rien dire pour le grand public. C'est quoi une demi-personne? C'est une moyenne, oui. Voilà. Il est bien évident que quelqu'un qui a le coronavirus et qui éternue en plein métro avec 50 personnes autour de lui va contaminer 10, 15, 20 personnes. Alors qu'une autre personne qui vit seule va contaminer personne. Donc on est dans une moyenne. Ce qu'on sait, et le plus important aujourd'hui, c'est que ce virus est plus contagieux que celui de la grippe. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est une contagiosité plus importante. Alors, tu disais dans notre émission que ce n'était pas une grippette. Et alors, il y a une question qui est beaucoup arrivée et que les Français se posent en vrai, c'est est-ce que... pourquoi l'État italien débloque 25 milliards? Pourquoi la France va débloquer des milliards aussi? Pourquoi c'est si grave si c'est pas si grave, la maladie? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'ambiance est morose? Tu vois, il y a un phénomène d'angoisse collective, de décision politique de la part de gens qui se disent
pourvu qu'on ne nous reproche jamais de ne pas en avoir fait assez, donc on risque d'en faire trop, mais c'est pas grave, ça on nous le reprochera pas. C'est très compliqué. Moi, j'aimerais pas être ministre de la Santé aujourd'hui. Hein. La gestion d'une c'est vraiment crise, le poste compliqué aujourd'hui. Hein. La gestion d'une crise pareille est très compliquée parce qu'on est responsable, bien évidemment, de la santé de l'ensemble du public. Alors, il y a toujours cette notion de grippette, pas grippette, etc. Encore une fois, moi, à chaque fois que je me suis exprimé depuis le début, et encore même dans l'émission spéciale consacrée par France 2 mardi dernier au coronavirus, dans 80% des cas, les gens qui ont le coronavirus vont faire une forme de grippe. Plus cogné chez certains, moins cogné chez d'autres. C'est pas une grippette, c'est une grippe. Quand on a eu la grippette, ça nous fait marrer. Hein. Ouais. Donc, c'est pas une grippette. C'est juste qu'on a, dans 80% des cas, des symptômes qu'on a décrits. Après, il y a un certain nombre de cas où ça va s'aggraver. On a dit, par exemple, à juste titre jusqu'à maintenant, que les personnes âgées, les personnes qui avaient ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire qu'elles avaient d'autres maladies, qu'elles avaient d'autres organes défaillants ou des maladies chroniques, étaient plus sujettes à faire des complications. Ce qui est vrai. Maintenant, ce qui est différent aujourd'hui et qui inquiète un peu le milieu médical, c'est qu'effectivement, on trouve en réanimation des gens plus jeunes qui, théoriquement, n'auraient pas dû faire les formes graves de la maladie. Et ça, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Est-ce que c'est la fameuse charge virale dont je t'ai parlé? Est-ce que c'est une surréaction de leur organisme? On ne sait pas. Est-ce que ça peut évoluer, muter? On va en parler dans 2 minutes. Mais juste avant, j'ai noté plein de choses. J'ai vu sur Internet que les gens disaient qu'on pouvait l'attraper en touchant un truc, un machin. Je vais t'énumérer des situations de la vie. Tu dis si on peut attraper le coronavirus en touchant une barre dans le métro, par exemple, ou dans le bus. Oui, si quelqu'un vient d'éternuer et que... Alors, la survie sur une surface dite inerte, aujourd'hui, ça va loin, ça va de 2-3 heures à 10 heures, mais on ne sait pas très bien. En tout cas, il est sûr que dans de bonnes conditions, le virus peut survivre 2-3 heures. Donc, si quelqu'un est passé, s'est éternué dans la main, a touché la barre et que tu arrives directement après, tu touches la barre, le virus va dans ta main, tu te frottes les yeux, il rentre dans l'organisme, oui, tu peux t'infecter. Parce que dans le métro, dans le bus, il y a des gens tous les 2-3 heures largement, c'est même tous les 2-3 minutes même. Donc, est-ce qu'une rampe d'escalator, c'est pareil? Pareil, toute surface inerte. Est-ce qu'à cause d'un animal domestique, alors ça personne n'est d'accord, est-ce que tu peux l'attraper avec ton chien en caressant ton chien? Non. Si t'éternues... Oui. Non mais je veux dire, si le chien a la maladie. Non. C'est le virus qui circule chez les animaux, à part celui-là, n'est pas transmissible à l'homme. Les chiens et les chats, même s'ils sont porteurs du coronavirus, ne peuvent pas transmettre ce virus. J'ai vu qu'il y avait eu des abandons d'animaux, donc ça c'est pas... Oui, mais ça c'est encore... En buvant un verre, j'avais noté, en passant une manette de jeu, c'est pareil, j'imagine, quand on joue à la console avec des copains. Tout ce qui est surface inerte. À partir du moment où... Encore une fois, tu as le virus sur les mains, tu prends une manette de jeu, tu la transmets à quelqu'un qui attrape tout de suite avec le virus qui passe et qui se frotte les yeux, il risque de rentrer. Pendant un rapport sexuel? Si tu fais un 69, tu risques rien. Vraiment? Et tu veux qu'on rentre dans les détails? C'est un virus respiratoire. C'est juste par la bouche? C'est par la bouche. Donc voilà, baiser comme vous voulez, mais alors, pas... Alors une fellation? Par exemple, c'est avec la bouche? Oui, mais c'est pas... Oui, mais alors tu respires pas avec la bite. Non. Donc, voilà. Donc, excuse-moi, ou alors il faut que je te publie dans une revue médicale. Non, donc ça c'est bon. Non, ouais, c'est mais bon. Juste avec la bouche. Ok, voilà. Ça c'est intéressant parce que en allant à la piscine, j'ai vu quelqu'un poser la question sur une vidéo. Non, le virus ne survit pas dans l'eau. En allant manger au restaurant, ça a beaucoup baissé les fréquentations de restaurants? Non, oui, ce qui est débile. Enfin, je veux dire, tu peux manger des nems, des bobounes et tout sans avoir de risque Sauf si le mec qui te sert a éternué sur ta fourchette et voilà. Que voilà. Mais encore, parce qu'en fait, comme c'est un virus respiratoire, je pense que les enzymes de la salive et du tube digestif doivent le détruire. Alors, intéressant, dans une salle d'attente de médecin, j'ai vu quelqu'un qui disait « j'ose pas aller chez le médecin pour attendre dans la salle d'attente si des gens l'ont ». C'est un problème. Alors, les recommandations, c'est de dire aux gens qui ont des symptômes de ne pas aller dans les salles d'attente, ni à l'hôpital, ni chez le médecin, parce que bien évidemment, ils risquent de contaminer les autres personnes qui sont dans les salles d'attente. Quand tu vas, de toute façon, quand tu vas chez le médecin et qu'il y a une épidémie grippale et qu'il y a quelqu'un qui a la grippe, tu as plus de risques de l'attraper. Évidemment. Donc on ne va pas chez le médecin pour ce genre de choses. Alors, dernière question intéressante, est-ce qu'on peut l'attraper ou pas avec les pièces de monnaie? Il y a eu des énormes articles qui ont fait le buzz là-dessus. Pièces de monnaie, billets de banque. Pareil, les billets de banque, c'est des bouillons de culture parce que tu as des bactéries partout. C'est dégueulasse un billet de banque. C'est intéressant ça. C'est pareil, on redit la même chose. Quelqu'un éternue dans sa main, prend le billet de banque, tu chopes le billet de banque tout de suite après, et tu peux l'attraper. Les mesures prises en France aujourd'hui,
est-ce qu'elles sont suffisantes ou est-ce que tu trouves que ça devrait accélérer? C'est quoi ton avis, toi? Alors, en qui on a confiance? Les mesures prises en France aujourd'hui sont suffisantes. Je connais bien le ministre de la Santé, je sais très bien comment ils travaillent. Ils ont des experts autour d'eux qui leur donnent des conseils avisés. La phase 3, encore une fois, c'est juste le fait que le virus circule sur tout le pays. Voilà, ça, c'est tout. Le reste, les mesures qui vont être annoncées et qui vont peut-être évoluer de jour après jour, sont pas liées au fait que c'est le stade 3, mais sont liées au fait que l'épidémie risque de s'étendre et qu'on estime que pour arrêter cette épidémie, il faut prendre telle mesure. La phase 3 elle-même montre juste que le virus se balade. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, le gouvernement, les autorités en général, la Direction générale de la santé, en font suffisamment. Ils n'en font pas trop. Ils le font en fonction des directives, notamment de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, à l'heure où on tourne, j'ai eu des journalistes juste avant de tourner, m'ont dit qu'on était exactement sur la même courbe italienne à 1 semaine et 2 heures près. Qu'est-ce que toi t'en penses? C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, on n'y est pas. Est-ce que demain ou dans une semaine, on atteindra le niveau italien? Alors, je rappelle, parce que les gens s'inquiètent, se demandent beaucoup pourquoi en Italie, on prend de telles mesures de confinement de tout un pays et pourquoi il y a tant de victimes en Italie. C'est ma question d'après. Nous n'avons pas le même système de santé que les Italiens. Les Italiens se sont réveillés un peu tard par rapport à l'épidémie. Nous, on s'est réveillés beaucoup plus tôt. On a un système de santé qui permet de dépister les cas beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement que les Italiens. L'Italie est un pays dans lequel il y a plus de personnes âgées. Donc on n'est pas sur le modèle italien. Sur le modèle économique et épidémique, je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est pour ça que la France est protégée. Il y a, je crois, 800 morts au jour où on tourne pour 12 000 contaminés. Moi, j'ai besoin d'une explication d'un médecin, et donc ça c'est bien de t'avoir. C'est beaucoup plus que 2 ou 3% de morts finalement. Alors, la grande difficulté quand on compare les chiffres, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui combien de personnes sont contaminées réellement. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des porteurs sains. Ces porteurs sains, on ne sait pas combien ils sont. Et pourtant, ils sont porteurs du coronavirus. Donc, la difficulté, on peut facilement compter le nombre de personnes qui meurent. Oui. On peut facilement savoir si elles sont mortes du coronavirus, ou en tout cas si elles étaient porteuses du coronavirus. Maintenant, comparer en pourcentage, c'est pour ça que je te dis que les chiffres sont difficiles à interpréter, comparer des pourcentages par rapport à un chiffre que tu n'as pas, puisqu'on ne sait pas combien de personnes sont contaminées. Les chiffres qu'on donne sur le nombre de contaminations sont liés à la positivité des tests. Mais toutes celles qui n'ont pas de symptômes, comment tu sais qu'elles l'ont? Alors, le problème, j'ai 50 000 questions qui arrivent au fur et à mesure de Vas-y, je suis là pour 4 heures, si tu veux. Non, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai entendu qu'en France, on avait fait 1200 tests hier, en tout et pour tout, dont 500, c'était la plus grosse montée au jour où on tourne. Donc la veille, on a toujours l'explication de l'État vers 19h et quelques. Il disait 1200 tests, mais beaucoup sur des gens déjà décédés. En fait, ils font des tests, je ne savais pas ça. Pour savoir si les gens sont morts de ça ou pas. Mais en vrai, il y a très peu de tests. Oui. 1200. J'ai vu des articles, du coup, j'ai tapé nombre de morts réels, France. Je me suis mis vraiment à la place de tout le monde pour voir ce qu'il y a. Il y en a qui disaient 10 millions contaminés en France. Alors, possible. On ne sait pas. Si tu 10 millions, ça me paraît beaucoup parce que tu aurais forcément quelqu'un de malade autour de toi. Le problème des tests, c'est que bien évidemment, on ne peut plus faire les tests à tout le monde. On ne peut plus faire les tests à tous ceux qui ont un rhume ou qui reviennent d'une région touchée. Au début, on le faisait à tous ceux qui étaient suspectés d'avoir le coronavirus pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'on s'en fout. C'est pas important aujourd'hui de savoir qui a le coronavirus. Ce qui est important, c'est de prendre en charge les gens qui ont des formes graves du coronavirus. Si toi, tu as le coronavirus demain et que tu fais une forme de grippe qui te cloue au lit pendant une semaine, l'important, c'est qu'on te traite ta grippe ou qu'on t'aide à te sortir de ta fièvre. Mais que tu l'aies ou pas est important parce que tu vas avoir envie de savoir si tu as risqué de contaminer les tiens, mais on n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de prendre en charge les personnes qui ont des formes graves et de dire à ceux qui ont des formes moins graves et bénignes, restez chez vous, comme on le fait pour la grippe. J'ai une amie d'amis qui a passé la nuit à suffoquer, elle a eu un problème respiratoire, etc. Elle a un peu paniqué, je pense, avec une hausse de fièvre. Elle a appelé le 15, elle a mis 2 heures à avoir quelqu'un. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut laisser les gens très malades avoir accès à ça, parce que si tout le monde appelle dès qu'on a un début de symptômes, on va vite être bouché, non? Oui, mais si elle a des difficultés respiratoires, d'abord... Elle a bien fait. Non, mais elle a bien fait parce que, est-ce qu'elle est asthmatique? Est-ce qu'elle a des problèmes respiratoires? SOS médecin qui est venu, mais 4 heures après. Oui. Parce qu'ils étaient débordés, alors qu'on n'est pas encore dans le haut. Ils sont débordés, mais à partir du moment où quelqu'un a des difficultés respiratoires importantes,
dans un contexte fébrile et de maladie virale, à ce moment-là, on peut appeler le 15 et on justifie l'hospitalisation. Maintenant, il y a des gens aussi qui... Il y a un problème en médecine qui est classique, c'est que plus on va te parler des formes graves, plus... Alors que tu as une forme bénigne, tu vas avoir une difficulté respiratoire qui est même d'ordre psychologique parfois, en te disant « Oh là là, j'ai eu du mal à respirer, est-ce que c'est pas en train de s'aggraver ?» Parce que pour la grippe, les gens ne s'inquiètent pas autant que ça. Et alors que ça donne aussi des symptômes respiratoires. Mais là, on se dit « Oh là là, on m'a dit que ça pouvait entraîner des formes graves. » Plus souvent que pour la grippe. Dès que j'ai une difficulté respiratoire, je me dis « Oh là là !» Et puis alors, psychologiquement, ça va augmenter le risque de suffoquer. C'est ça le plus gros risque finalement, que les gens s'inquiètent et c'est pas le plus gros risque parce qu'on peut s'inquiéter pour de bon parce qu'on a des vraies difficultés respiratoires, mais je pense que le stress aidant, déjà quand tu es stressé et que tu n'es pas malade, tu as du mal à respirer, donc t'imagines. Ouais, en gros, il faut laisser la place à ceux qui ont vraiment besoin d'appeler, etc. pour ne pas surcharger. C'est ça vraiment le message en fait, en gros, à passer, quoi. Le message, c'est que on n'a pas, l'hôpital ne peut pas, c'est pas une extension infinie de l'hôpital. Et on a un certain nombre de lits, on a un certain nombre de médecins et d'infirmières, et qu'il ne faut pas surcharger l'hôpital si on a, encore une fois, qu'une forme simple de la maladie. Est-ce que tu crois qu'on est prêt à accueillir une maladie comme ça, une pandémie aussi rapidement, ou que ça va nous servir pour les prochaines à préparer des protocoles, etc. Aujourd'hui, on est prêt. Là, à l'heure où je te parle, on est prêt parce que on espère que, tu sais, il y a un fameux schéma qu'a fait le ministre de la Santé en disant que le pire serait que la courbe soit très élevée par rapport à la possibilité hospitalière aujourd'hui de recevoir les gens. Et que si on arrive à faire en sorte que, ça c'est le nombre de personnes que l'hôpital est capable de recevoir en France, si au lieu de faire ça et de passer au-dessus, on arrive à étaler un petit peu et à rester en dessous des capacités hospitalières, il n'y aura pas de souci. Maintenant, on n'est pas prophète, hein. On peut pas dire ce qui va se passer demain et si on va pas passer au-dessus des possibilités de l'hôpital. Quand j'ai vu que les États-Unis ont fermé leurs frontières à tous les Européens, j'aurais jamais imaginé ça en fait. Ça fait des centaines d'années qu'ils n'avaient jamais fermé leurs frontières. Mais la mesure est débile. Parce qu'ils acceptent, alors j'ai pas compris, l'Angleterre, mais pas tous les... Je veux dire, là, on est typiquement dans le cas d'une décision purement politique de la part d'un type qui nous a prouvé qu'il n'avait pas toujours les neurones bien connectés. Au début de l'épidémie, il dit « mais l'épidémie passera pas par nous, c'est rien, c'est un truc, on s'en fout, vous inquiétez pas ». Et puis là, il est en train de fermer les frontières. Enfin, on est dans quelque chose de complètement irrationnel. Ça sert à rien de fermer des frontières. Comme si, d'ailleurs, dans sa déclaration, il a dit « l'Europe n'a pas été capable d'arrêter l'épidémie ». Genre, Donald Trump, il va, avec ses gros bras, il va arrêter les virus à la frontière. Enfin, alors qu'il y a beaucoup de cas déjà là à New York. Alors qu'il y a plein de cas autochtones et puis que ça va se développer comme partout. J'ai vu plein de trucs aussi sur les masques. Juste comme ça, tu donnes ta réponse une bonne fois pour toutes. Il y a deux photos de masques. Les copains en régie, si vous voulez bien. Il y a le masque chirurgical. Et le FFP2. Ouais. Alors, lequel est utile, lequel sert à rien? Alors, le FFP2 doit être réservé au corps médical. Celui de droite. Celui de droite, qui lui est un masque qui doit protéger le personnel de santé, parce que si tous les médecins, tous les infirmières et tous ceux qui bossent dans les hôpitaux sont malades, on ne va pas être bien. Le masque chirurgical, lui, doit être porté par les gens qui présentent des symptômes et seulement par des gens qui présentent des symptômes. C'est-à-dire que tu te mets à tousser, tu as un rhume, etc. Tu le mets, que ce soit le virus ou pas, le coronavirus ou pas, ça évitera même de transmettre les autres virus. Alors, moi, je suis allé voir un ami qui s'appelle Jérémy, que j'embrasse fort, qui est en oncologie, là, qui a un double cancer, qui est très diminué. Je suis allé le voir ce week-end, j'avais aucun symptôme. Est-ce que ça sert à quelque chose, si on va voir ses grands-parents, ses parents âgés, de mettre un masque comme ça quand même? Alors maintenant, tu as vu que depuis ce matin, on interdit les visites dans les EHPAD. Quand vous allez voir des gens... Les grands-parents chez eux même. Oui, alors quand vous allez voir des personnes âgées, fragiles, ou des gens malades, ou des gens qui sont... si ton ami a peut-être est sous chimiothérapie, il a probablement un système immunitaire qui est affaibli. Oui, immunodéficient, je crois. Immunodéficient, donc il faut impérativement... Le mieux, c'est de ne pas y aller. Voilà. Ce qui est terrible, parce que effectivement, tous les gens qui ont des parents dans les EHPAD disent « mais on ne peut pas les laisser comme ça ». Si vous avez des proches qui sont immunodéficients, mais même, j'ai envie de parler même des transplantés. Quand tu reçois un organe, on te met sous traitement anti-rejet pour diminuer l'efficacité du système immunitaire, pour qu'il ne rejette pas ce corps étranger. Donc évitez aujourd'hui de rendre visite, tant que ce n'est pas nécessaire, indispensable, à des gens qui sont un peu fragiles. C'est pas leur faire un cadeau d'y aller. C'est pas leur faire un cadeau d'y aller. Bien alors encore plus si vous avez un rhume ou que vous avez quoi que ce soit, virus ou coronavirus ou pas, vous n'y allez pas ou vous mettez un masque.
Est-ce que le gel, et tu parlais du gel hydroalcoolique tout à l'heure, il y en a qui disent qu'il est très dangereux, j'ai vu des articles incroyables, etc., comme quoi il y avait des ingrédients à l'intérieur qui étaient très cancérigènes, etc. Qu'est-ce que toi, tu as... Je passe ma journée, la meilleure réponse, c'est que je passe ma journée avec le gel hydroalcoolique à en mettre et que s'il y avait le moindre danger, je ne le ferais pas. Le seul problème, c'est que ça assèche un peu la peau. Donc prenez des crèmes hydratantes pour ça. À Wuhan, ils ont complètement retardé la propagation, ils l'ont complètement calmé, ça y est. Il n'y a eu que 20 cas, je crois, hier, par rapport au jour où on tourne. Ce qui est plutôt rassurant. Hein. Alors, est-ce que tu es pour un confinement général, quitte à dire une bonne fois pour toutes 14 jours fermés? Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Tu as remarqué qu'on n'était pas des Chinois, et tu sais très bien qu'en Chine, quand le gouvernement demande quelque chose, tu as intérêt à le faire. Bon, nous sommes des latins, ce qui fait que si... C'est plus le bordel. C'est plus le bordel, et puis surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas de raison de fermer le pays ou de confiner les gens chez eux. À Wuhan, ça a marché parce qu'il y a eu un confinement, il y a eu une prise en charge des patients, et puis peut-être parce que l'histoire naturelle de ce virus et de cette épidémie fait que de toute façon, ça va se tasser. Elle se sera éteinte d'elle-même. Donc les mesures ont été efficaces très probablement, mais peut-être que c'est la vie normale, comme ça a été le cas du SRAS, qui a fini par disparaître. Toi, tu penses que c'est une bonne idée de fermer les salles de concert, d'annuler, pourquoi pas les JO, ils en parlent, le festival de Cannes, les JO, j'en sais rien, les salles de concert, oui. En fait, la bonne idée, c'est quoi? C'est de diminuer la promiscuité. Plus tu as de gens qui se côtoient et de façon proche, comme c'est le cas dans les concerts, et plus il y a des risques que le virus se transmette. Donc oui, moi je suis un grand supporter du PSG, j'ai été hyper frustré parce que j'ai pas pu aller au Parc des Princes. C'était PSG Dortmund. PSG Dortmund, heureusement on a gagné, mais quelle frustration, et en même temps, c'était pas idiot de faire ça. C'est vrai qu'il y a plein de questions par rapport à ça. J'espère qu'on va essayer de répondre à un maximum de questions que vous vous posez régulièrement. Il y a 80 cas résidents à Paris. Ça, c'est dans les infos fraîches vraiment de ce matin. J'ai pris tout ce qui est sorti. 80 cas résidents à Paris. C'est pas possible, on est d'accord qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus, comme tu disais avant. Bien sûr. Il y en a plus, et c'est pas parce qu'on les cache. C'est parce qu'il y a plein de gens qui ont les symptômes et qui n'ont pas fait de test. Là, on parle de test. Il suffit de regarder autour de soi, des gens qui toussent et qui ont un rhume, il y en a quand même pas mal autour de nous en ce moment, c'est l'hiver. Bon, il est probable que, je ne sais pas par quoi il faut multiplier ce chiffre, mais c'est évident qu'il n'y a pas 80 personnes qui ont le coronavirus à Paris. Il y en a beaucoup plus. Mais comment tu veux le savoir? Toi, tu conseillerais d'aller tu conseillerais justement de ne pas aller dans les parcs d'attractions? J'ai vu que Disneyland ce matin a annulé toutes ses parades, etc. Moi, je vais dire, sans être paranoïaque, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux éviter d'aller dans les parcs d'attractions, les concerts, les salles où il y a beaucoup de promiscuité, etc. En même temps, il ne faut pas être paranoïaque parce que sinon tu ne prends plus le métro, tu ne prends plus le bus, tu ne prends plus tout ça. Mais tout ce qui n'est pas indispensable. On est obligé de se déplacer, on est obligé d'aller travailler. Si on peut faire du télétravail, c'est bien, mais on est obligé de travailler. Donc on est obligé de prendre les transports en commun et là, il n'y a pas de possibilité autre. Maintenant, si on peut éviter... Moi, je n'irai pas demain me foutre au milieu d'une foule à Bercy pour aller voir un concert. Tu vas pas chercher la merde. Voilà. Mais tu sais, en gros, ça s'appelle quoi? Tu continues de vivre sans chercher la merde. Ça s'appelle du bon sens. Oui. C'est du bon sens. Évitez de vous mettre au milieu d'une foule dans laquelle il peut y avoir quelqu'un qui a le virus. C'est tout. Ça c'est hyper intéressant. Tu as vu ce matin, alors c'était sur France 3, il disait que plusieurs médecins généralistes avaient porté plainte contre l'État pour manque de moyens financiers et comme quoi c'était pris à la légère, etc. C'était quoi ton avis là-dessus? Là, on est. C'était juste avant l'émission. J'ai du mal. Je suis entièrement d'accord avec mes confrères qui pensent qu'on n'a pas assez de moyens, que l'hôpital c'est une catastrophe, qu'on leur a pas donné les masques à temps, etc. Est-ce que c'est le moment, aujourd'hui, d'aller faire du buzz en portant plainte? Est-ce que c'est le moment de faire de la petite politique politicienne? Je me suis payé Dupont-Aignan il y a quelques jours, qui se permet de faire du buzz avec le masque, juste pour gagner un peu de voix et faire croire que lui avait compris, lui savait avant tout le monde. Est-ce que c'est le moment que les syndicats gueulent, etc. Est-ce que c'est le moment de se demander si le gouvernement n'a pas fait passer les retraites au 49.3 parce que, justement, il ne pouvait pas y avoir de manif après et puis qu'on allait parler d'autre chose. Je veux dire, on est dans un moment où il faut une solidarité totale de la part de toute la nation. On réglera nos comptes après. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il soit de bon ton et puis que c'était le moment de la part des généralistes de porter plainte pour tout ça. Voilà. Alors, il y a une solution miracle qui tombe sur Internet. J'ai même ma mère qui m'a appelé hier, qui a 71 ans, pour m'en parler.
Elle m'a dit, il paraît que les boissons chaudes pouvaient aider à lutter contre le virus vraiment de manière plus forte, etc. Est-ce que ça, ça tombe partout, vraiment partout, cette info-là? Si les boissons chaudes sont efficaces pour lutter contre le virus, ça veut dire que quand tu bois une boisson chaude, elle passe par les poumons. Tu vois ce que je veux dire? Le virus, il va dans les voies respiratoires, dans le nez et dans les poumons. Est-ce qu'on boit avec le nez? Est-ce qu'on boit avec les poumons? Non. Ça voudrait dire qu'en buvant des boissons chaudes, ça réchauffe ton organisme. Si c'est valable, quand tu as 42 fièvres, tu n'as plus de virus, puisque tu as réchauffé ton organisme avec 42 fièvres. Or, c'est pas vrai. Donc, c'est la preuve que c'est des conneries. Et en plus, aujourd'hui, Parce que ma mère boit beaucoup de café aujourd'hui, je vais l'appeler pour lui dire. Non, mais excuse-moi auprès de ta mère. Non, mais c'est intéressant, ça. Non, mais attends. Mais si tu veux, raisonnons logiquement. C'est aussi du bon sens. Si l'organisme, en se réchauffant, se débarrasse du virus, mais gardons 39 ou 42 fièvres, c'est extraordinaire. Or, aujourd'hui, on ne sait pas si le virus est sensible ou pas à la chaleur, puisqu'on ne sait pas si au printemps, il va disparaître. Alors, en régie, est-ce qu'on peut appeler Jonathan dans un instant? C'est le médecin, tu sais, qui est dans l'Est, qui est à Mertzwiller. Ah, il est là. Est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Bonjour Jonathan. Bonjour cher confrère. Bonjour Jonathan. Est-ce que tu nous entends et est-ce qu'on peut te voir dans l'écran? Salut Jonathan. Bonjour. Oui, bonjour, ça fait super plaisir. Bonjour Michel, bonjour cher confrère. Effectivement, c'est un honneur et surtout ça fait plaisir d'entendre qui est dit là en ce moment. C'est gentil, merci. Tu t'appelles Jonathan Peter Schmidt, c'est ça? Tu as 33 ans, tu es médecin généraliste, donc du coup dans l'Est, à Mertzwiller, et tu as attrapé le coronavirus, donc tu es confiné chez toi. Exact, oui. Et... C'est ça, moi je suis encore à la maison et j'attends le feu vert de mes collègues pour sortir. Et ça fait combien de temps que tu es enfermé? Là maintenant, ça va faire une bonne dizaine de jours maintenant que je suis à la maison avec mes 4 petits et puis mon épouse. Alors, est-ce que toi, tu l'as attrapé, tes filles et ton épouse aussi, ou il n'y a que toi qui l'as aujourd'hui? Ah non, là on est tous considérés. Alors il y a eu des tests positifs chez les uns les autres. Il faut savoir, sur le test, c'est intéressant, puisque c'est un test qu'on dit nasopharyngé, donc c'est un prélèvement qui est fait dans le fond du nez. Il n'est pas super agréable, donc des fois chez les petits, chez les gamins, c'est un peu délicat pour eux, ça fait mal, donc il n'est pas forcément fait parfaitement, donc on considère tout le monde comme contaminé, comme on est tous ensemble à la maison, quoi. Et qu'est-ce que tu as eu comme symptômes, toi? Franchement, il y a un symptôme qui ressort assez souvent, alors, sûrement pas pour pointer le doigt, puisqu'il est retrouvé ailleurs, mais c'est la gueusie, enfin perte de goût et perte d'odorat. Clairement, là, pour le coup, ça c'est un truc que j'ai retrouvé chez pas mal de personnes, puisque rien que dans ma famille, on est 18 à être positifs testés. Donc ça c'est un truc qui est assez, je vais pas dire récurrent, mais fréquent. Et puis la toux. Moi j'ai pas eu de fièvre par exemple, il y a un syndrome grippal assez net, mais sans plus. Mais la gueusie et l'anosmie, c'est-à-dire la perte du goût et de l'odorat, étaient liées au fait que tu avais le nez bouché ou pas? Pas du tout, mais nickel chrome, ça passait au niveau respiratoire sans problème. C'était vraiment une sensation un peu on va dire de brûlure nasale si on veut, mais c'était vraiment très très net et c'était vraiment pas le fait que ce soit bouché, c'était vraiment l'inflammation, je pense. Alors mais c'est intéressant parce que tu vois, j'ai pas entendu. Non, j'avais pas entendu parler de ces symptômes qui effectivement sont pas très graves, mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il ait ces symptômes-là sans avoir de gros symptômes à côté associés. Alors on peut l'expliquer, tu me dis si je me trompe, Jonathan, mais a priori le virus a dû aller attaquer, c'est un peu comme le virus de la grippe, tu sais, après une grippe, tu peux perdre l'odorat complètement parce que le virus est allé s'attaquer aux fils olfactifs qui se trouvent ici tout en haut du nez et les a détruits. Alors j'espère pas que c'est le cas parce que c'est très chiant de ne plus avoir d'odorat. Mais comment? À vie, tu peux perdre l'odorat? Oui, alors il y a des gens qui après une grippe peuvent perdre à vie leur odorat parce que le virus va attaquer. Alors c'est ce qui se passe probablement avec le coronavirus, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans les fils olfactifs, il doit les modifier ou entraîner une inflammation tout autour, et quand tu n'as plus d'odorat, tu n'as plus de goût. D'ailleurs, quand tu as le nez bouché, tu sens bien que les aliments n'ont pas de goût. Donc c'est probablement ce qui s'est passé chez Jonathan. Alors, pour terminer, Jonathan, juste, toi qui as une vision, du coup, médecin généraliste, en province, tu vois vraiment le truc arriver, tu le vis même de l'intérieur. Est-ce que tu aurais un message pour l'État, pour des gens qui travaillent pour le gouvernement, tu vois, qui pourrait leur servir de quelque chose que tu as vu et qui pourrait améliorer la prise en charge, tout ça? Alors déjà j'ai envie de leur dire bon courage parce que c'est clair que c'est pas évident, franchement je pense pour eux c'est pas évident à gérer. Je crois qu'ils ont conscience de pas mal de choses. Je pense que c'est vraiment sur la communication aussi qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites et à nous de le faire correctement. C'est pour ça que j'étais très heureux d'entendre Michel tout à l'heure sur la question de la prise en charge, sur la question des phases, sur la question voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui s'il y a un point qui va poser vraiment des problèmes sur la prise en charge, c'est la peur que les gens ont de ce virus.
et l'impression que finalement, si on l'a, il faut absolument savoir que c'est ça et qu'il faut absolument des traitements pour éviter d'être trop malade. Non, c'est pas le nom du virus qui va poser un problème, c'est vraiment l'état clinique des malades. Et pour le gouvernement, je pense qu'un des grands challenges, ce sera finalement de réussir à réduire cette peur, donc être à cheval entre une communication qui se veut vraiment transparente et en même temps ne pas trop en faire non plus, quoi. C'est pour ça que c'est bien ce que tu fais, Michel, de venir dans les émissions pour expliquer, finalement. Mais, il faut expliquer. Tu vois, le témoignage de Jonathan est très bien aussi, parce que regarde, il est en pleine forme, il a eu le coronavirus. Mais c'est vrai que t'as meilleure mine que certains Il n'est pas en soins nous. palliatifs. Tu vois, il faut savoir rassurer les gens, parce que en plus, il y a un problème aujourd'hui de sémantique qui est terrible. C'est-à-dire qu'on te dit, j'ai été testé positif au coronavirus. On dirait que c'est une condamnation à mort. Et malheureusement, je fais référence aussi à cette période où le sida faisait peur à tout le monde. Et on disait il est positif, il est séropositif. Ouais, le côté 80, positif, 90, c'est un truc. Non, il est positif. Oui, si on te fait le test pour la grippe, tu peux être positif. Pour le rotavirus, tu peux être positif. En fait, ce côté, je connais quelqu'un qui est positif. Tu vois, c'est un truc de dingue, quoi. Les gens deviennent hystériques avec ça. Oui, ça fait peur. En vrai, ça fait peur quand tu connais pas. C'est pour ça que c'est intéressant de vous parler à tous les deux et d'avoir en plus un échange entre vous deux. Je pense que c'est hyper intéressant à écouter, à regarder, quoi. Parce que nous, quand on entend qu'il y a quelqu'un qui est dans le bâtiment d'en face d'une autre, tu sais, t'as l'impression qu'il faut pas traverser la rue, quoi. Il faut plus traverser la rue. Voilà, mais il va bien. Bah écoute, Jonathan, bon rétablissement. Ouais, bon courage à toi. Merci d'avoir pris le temps. Plaisir. Merci, salut. Salut, Jonathan. Avec grand plaisir. Merci, au plaisir. Ciao. Alors, pour terminer, j'ai noté juste 4-5 questions qui arrivent sur Internet, un peu théorie du complot. Tu nous dis ce que toi tu en penses, et si c'est des conneries ou pas, tu vois. J'ai vu, est-ce que tu as l'impression qu'on nous ment sur les chiffres? En fait, non. C'est juste que c'est on ne nous ment pas, c'est qu'on ne peut pas savoir. Je te l'ai dit, il faudrait faire des tests à tous ceux qui sont en rue, mais c'est impossible. M. Pokora a réagi aux annulations de ses concerts en disant qu'on nous cachait des choses. Qui a dit ça? Matt Pokora, le chanteur. En disant, on nous dit pas, c'est bizarre, il y a... Tu sais quoi, Matt Pokora, qui est un excellent chanteur, il faut qu'il continue à chanter. Et qu'il laisse les scientifiques faire le reste. Pourquoi on interdit les concerts et on autorise les gens à aller à Disneyland ou dans les centres commerciaux? Ça, c'est arrivé partout. J'ai vraiment pris les questions de vous tous pour essayer de faire l'émission qui ressemble à vos interrogations. Parce que tout comme la France prend des décisions différentes de la Belgique, de la Hollande et de l'Italie, l'Europe, malheureusement, n'est pas très unie aujourd'hui et ne prend pas des décisions homogènes. Et la France adapte, c'est parfois paradoxal, bien évidemment. Pourquoi 1000 et pourquoi pas 900 et pourquoi on laisse des trucs et pas d'autres? Parce qu'on peut pas tout interdire et arrêter complètement la vie du pays. Donc, il y a une adaptation des décisions aux données scientifiques. Alors, il disait, oui, pourquoi ils ferment les écoles si les enfants sont porteurs sains? C'est pour pas ramener le virus chez eux? Oui, puis parce que, ils sont porteurs sains, mais en même temps, c'est pas la peine que toute l'école soit contaminée, parce que parmi ces enfants, il y en a qui ont des problèmes d'immunité, il y a des enfants qui ont des maladies chroniques, donc si on peut éviter de leur filer le virus, et qui sont plus faibles et qui peuvent faire des formes. Et est-ce que c'est pas plus dangereux de fermer les écoles? Alors ça, j'ai vu ça aussi hier, je trouve ça intéressant. Après, c'est chacun pose des questions en fonction de sa vie. C'était une maman, probablement, qui disait, moi, le problème, c'est que si mes enfants vont pas à l'école, ils vont chez mes parents, donc chez leurs grands-parents qui sont âgés. Donc, est-ce que c'est pas même plus dangereux, finalement? Sûrement. Si les grands-parents sont malades et ont des maladies chroniques, c'est sûrement pas une bonne idée d'envoyer des enfants qui peuvent être des porteurs sains chez les grands-parents. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas de solution miracle, en gros. Il y a du bon sens. Voilà, si vous pouvez faire autrement que de faire garder vos enfants par des parents qui sont malades alors qu'ils sont peut-être porteurs, les enfants, il vaut mieux éviter. Mais peut-être que les enfants ne sont pas porteurs et vont très bien. Est-ce que tu penses qu'on a décalé la phase 3, que ça aurait dû arriver il y a longtemps pour des élections? Ou ça n'a rien à voir? C'est pas impossible que les décisions aujourd'hui soient un peu liées à des événements comme les élections ou comme d'autres événements. Encore une fois, je ne suis pas au gouvernement, je me doute que ça doit être compliqué aujourd'hui de prendre des décisions alors qu'il faut absolument que les gens aillent voter dimanche. Je pense que probablement, il y a une interaction entre la vie de la société, la vie politique et la santé publique. Est-ce que tu penses qu'il faut aller, alors je sais que c'est pour éviter les mouvements de panique, etc., et ils ont raison, l'État, est-ce qu'il faut aller acheter aujourd'hui des pâtes? Je suis allé à Carrefour il y a 2 jours faire mes courses, il n'y avait plus de pâtes, plus de sucre, plus de farine, plus d'œufs, et il y avait surtout plus de bougies. J'ai vu des gens passer, c'est véridique, l'histoire, c'était à Carrefour Auteuil pour dire je donne. Et il n'y a plus de PQ. Et alors, plus de PQ, j'ai vu que c'était tombé hier. Plus rien ne remplace le PQ, donc ils vont tous acheter du PQ. Ils vont tous acheter les céréales en se disant que les enfants risquent d'en manquer. En fait, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est pas l'épidémie qui crée cette pénurie, c'est l'attitude des gens.
Donc si personne ne va interdire, regarde, même en Italie où le pays est entièrement fermé, les supermarchés sont ouverts. Et ils sont, les marchandises arrivent. Donc c'est la panique des gens qui crée la pénurie qui fait que les autres se disent oh là là, il n'y a plus rien, donc il faut que j'y aille. C'est un emballement. C'est stupide. Donc pas besoin de le faire. C'est stupide aujourd'hui de vider le supermarché. Stupide. Parce que c'est une mise en quarantaine un jour comme en Italie, on ne sait pas, comme tu disais tout à l'heure. Les supermarchés sont ouverts en Italie. Les supermarchés restent ouverts, c'est ça. Mais voilà, et on va reste pas priver, toute la chaîne alimentaire. On va pas priver les gens de s'acheter à manger quand même. Donc il n'y aura pas de souci de ce côté. Et si vraiment il n'y a plus à manger, c'est que c'est très très mauvais signe. C'est qu'on est mort. Il faut commencer à s'inquiéter. Et juste pour terminer, Merkel a annoncé hier que 70% de la population allemande pourrait l'attraper. Est-ce que tu penses crédible je sais pas. Je sais pas d'où elle tire ça. Il y a eu des Anglais qui ont dit la même chose, des gens de Harvard. Je sais même pas comment ils arrivent à dire des trucs comme ça, puisque pourrait, oui, c'est du conditionnel, bien évidemment, mais on peut aller jusqu'à 100% des gens pourraient l'attraper. Il n'y a pas de raison pour que des gens l'attrapent pas et que d'autres l'attrapent plus que d'autres. C'est stupide de dire ça. C'est complètement stupide, surtout pour une dirigeante et une responsable politique. Parce que ça inquiète plus qu'autre chose. Mais oui, et puis c'est basé sur rien. Qu'est-ce que ça veut dire 70% ? On fait des modèles mathématiques pour essayer de savoir si l'épidémie va toucher tant ou tant de pourcents de la population. Mais on peut aller de 0 à 100%, oui. Parce qu'en fait, quand on compare les chiffres italiens et français, alors ça, c'est vraiment la référence, vraiment pour terminer sur ce sujet-là, avant de se quitter, mais il disait que c'était un peu comme à Tchernobyl en 86, que ça passe pas la frontière et que là, c'est pareil, qu'en Italie, ils sont honnêtes, que pas en France, etc. En fait, c'est juste que l'Italie, ils sont pas plus honnêtes que nous. On fait pas il n'y a pas une omerta autour des chiffres. Il y a un point presse qui est fait tous les jours par la Direction générale de la santé, le ministère de la Santé, très franchement. Voilà. Et si vous voulez, franchement, et puis moi, je me tiens au courant régulièrement. En plus, toi, tu le dirais. Oui, je dirais, mais je veux dire, voilà, nous on est obligé de se tenir au courant, ne serait-ce parce que Dr Good, on fait en permanence sur Dr Good une mise au point là-dessus. Dr Good, il y a c'est tout un écosystème pour expliquer. Ouais. Ça défonce en plus vraiment. Le magazine Dr Good et il y a aussi Dr Good Kids. Pour les enfants. Alors en fait, l'histoire en deux mots, on est parti avec l'idée il y a 2-3 ans de lancer Dr Good, qui est un magazine qui cartonne, qui fait plus de 200 000 exemplaires. C'est le meilleur lancement de la presse magazine depuis 10 ans. C'est énorme. C'est un succès complètement dingue. C'est une façon de parler de santé et de bien-être de façon très positive. Après, on a lancé Dr Good Kids parce qu'on s'est dit que les enfants n'avaient pas de magazine consacré à leur santé et au bien-être. Ça cartonne. On a lancé C'est bon, qui est un magazine autour de l'alimentation, aussi comment manger équilibré, ça cartonne. Et aujourd'hui, on a une newsletter Dr Good, on a une émission Dr Good sur le live qui est un mercredi sur 2 que je présente avec Julien Méniel et Marine L'Orphelin de 20h à 21h en direct sur le live. Et puis, on a tout notre écosystème. Et en fait, à partir de maintenant, je vais faire des vidéos régulières pour tenir les gens informés sur l'évolution de cette épidémie, sur des commentaires que je pourrais faire sur les différentes dépêches ou les différentes informations qui arrivent. Je me prends mon iPhone, je me fais un selfie, je balance ça et puis on va balancer les vidéos. Sur la newsletter, sur la chaîne YouTube. Sur la newsletter, sur la chaîne YouTube et sur tout l'écosystème Dr Good. Le terme à conserver, c'est Dr Good. Vous tapez ça et vous serez au courant de tout ce qui se passe. Je vous mettrai les liens en plus cliquables en dessous de la vidéo si vous voulez cliquer, vous inscrire à la newsletter, trouver les magazines, etc. Voilà, il y a tous les supports sur lesquels on peut communiquer. Il y avait un truc quand j'étais gamin qui était vachement bien sur France 3, ça s'appelait C'est pas sorcier. Ouais, avec Jamie. J'apprenais plein de choses. Et c'est bien dommage de ne plus avoir ça. Et ça m'a vraiment fait penser. On les remplace. Non mais c'est vrai. Bah oui. Je dis pas ça en plus pour la promo, je le pense vraiment. Ouais. Et t'apprends des choses, c'est hyper simple. C'est bon pour tout le monde, même sans connaissance précise de la médecine. Voilà, bien sûr, comme je l'incarne, c'est toujours de la vulgarisation très simple à comprendre, mais surtout c'est de la santé positive. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer en permanence comment aller mieux sans tomber malade. Et comme on est en pleine épidémie de coronavirus, moi ce qui m'intéresse c'est de rappeler aux gens quels sont les moyens pour se protéger et puis de dédramatiser en analysant toutes les informations qui sortent sur cette épidémie. Tout ça c'est sur Dr Good. Vivre mieux plus longtemps. Vivre mieux et plus longtemps, c'est le slogan de tout notre écosystème Dr Good. Et ben voilà, je vous mets tous les liens. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous. Merci à toi. J'espère que ça a été clair. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. On essaiera d'y répondre avec les réponses qu'on a pu entendre. Merci beaucoup. Check du coude. Allez. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau QG. Bisous tout le monde. Salut.